On s'est quand même bien vu aujourd'hui, mais bonsoir quand même. La performance en librairie repose beaucoup sur les délais d'approvisionnement, donc on vient de l'entendre. Le délai, c'est la clé de l'engagement du service du libraire à sa clientèle. Même si la qualité de l'offre est un souci constant, nous devons retenir que, selon GfK, 34% des ventes en magasin se font sur des titres parus depuis plus de 3 ans et que la commande client représente entre 10 et 15% des achats faits en librairie. Cette question du délai n'est pas nouvelle, elle a simplement pris une nécessité plus impérieuse face aux acteurs de la vente en ligne et à l'évolution de notre société, l'informatique, les smartphones, l'Internet, l'immédiateté. Notre profession travaille depuis longtemps sur la transmission des commandes, leur traitement, le transport, les fameux 3T. La CLIL, Dilicom, Prism sont les fruits de l'union des forces de l'interprofession au bénéfice de l'ensemble des acteurs de la distribution du livre, en particulier la librairie. Nous devons nous rappeler que les outils dont nous allons parler ont été pensés et mis en place par la profession pour rationaliser et rentabiliser les procédures à chaque maillon de la chaîne de la distribution. J'ai bien envie de reprendre la remarque du président du SLF, Mathieu de Montchalin, dans le livre hebdo du 31 mai. Une partie des solutions est entre nos mains. L'objectif de cet atelier n'est pas de faire une présentation exhaustive des nombreux outils et services à la disposition de la librairie aujourd'hui. 1h30 n'y suffirait pas, et nos 5 intervenants non plus. Je pense par exemple à Electre, Datalib, on a cité, les logiciels de gestion commerciale, on n'en fera pas l'inventaire, la formation avec l'INFL et d'autres organismes, Paris Librairie, etc. Nous avons choisi de parler des échanges de flux d'informations et des flux physiques. Pour cela, nous allons travailler avec nos intervenants. Emmanuelle Robiard, vous êtes co-directrice de la librairie Mola à Bordeaux, management des projets et de la qualité. Vous êtes aussi vice-présidente de la CLIL depuis ce printemps. Vincent Marty, vous êtes directeur général de Dilicom depuis 2007. Jean-Paul Alic, directeur général adjoint distribution Interforum. Vous avez été président de la CLIL d'octobre 2007 à mars 2011 et vous êtes membre du comité de direction de Dilicom. Bouchaïn Moudakir, vous êtes directeur de Prism, vous êtes un spécialiste de la logistique, vous êtes à la tête de Prism depuis 6 ans. Et enfin, Benoît Lelouarn, libraire à Paimpol. Vous y avez créé avec votre épouse la librairie du Renard en 2004. Voilà. Et moi-même, François Millier, librairie Lamartine et président de la LIR. Nous allons tenter de suivre un fil conducteur qui va nous mener de la fiche article jusqu'à la vente en librairie. Comme je l'ai déjà précisé, il va être question de flux d'informations et de flux physiques. Nous allons commencer par l'information. Cette information repose sur l'utilisation de normes, de standards qui permettent l'échange de données informatisées. Cette EDI, c'est vraiment une bonne idée. Hein, Vincent ? Certainement. Voilà. Merci d'approuver. La fiche produit. La fiche produit du livre, c'est une norme qui repose sur une norme GS1, qui est la fiche produit. Et la fiche produit du livre, c'est la CLIL qui en a la gestion. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous développer le sujet ? Merci. Ou Jean-Paul. Après tout, vous ne battez pas. Je vais commencer. Alors, oui, la CLIL gère le fichier exhaustif du livre. C'est-à-dire qu'elle définit les classifications, les thèmes, en étroite collaboration avec Dilicom, qui en est l'opérateur, et avec le comité EDI de Dilicom. Et donc on peut citer dans ce cadre en fait, les 2 ans de travail qui viennent de s'écouler pour mettre au point le FEL numérique, le fichier exhaustif du livre numérique, qui va fusionner, enfin qui s'est rapproché du FIEL physique. Mais en tout cas, la CLIL a fait un gros travail pour définir des nouvelles thématiques qui vont entrer en vigueur au 1er juillet de cette année. Mais qu'est-ce qui nous a conduit à nous dire que nous étions obligés de choisir une norme ? En fait, le fichier exhaustif du livre, c'est un outil pour supporter les commandes. Et quand on veut échanger de l'information, il faut de la normalisation. C'est ce qui permet derrière d'échanger des fichiers, d'échanger des données, d'automatiser, d'aller vite. La norme est absolument indispensable. C'est important de le préciser parce que dans le film, on a eu justement l'un de nos confrères qui parlait de la qualité de l'information. Alors, je veux bien passer la parole à Vincent qui va nous parler du plan, qui peut nous dire 2 mots du plan qualité de Dilicom et de la qualité du FEL qui est, je crois, plutôt bonne.
très bonne. Merci. Dans un premier temps, il faut dire juste que l'intérêt d'avoir une norme, c'est de permettre à différents systèmes d'échanger dans un langage sans se préoccuper du langage de l'un ou de l'autre, et en passant par un format commun, par un format pivot qui facilite les échanges. Aujourd'hui, le FEL, ça représente environ 1 400 000 références d'ouvrages disponibles ou non, plus environ 125 000 références de livres numériques. Évidemment, tout ça nécessite un peu d'organisation et un peu d'ordre. Alors, le principe est assez simple quand on l'explique comme ça en 2 minutes. Il y a un certain nombre de distributeurs, il y en a plusieurs centaines, qui envoient tous les jours sur le serveur de Didicom leurs données, leurs mises à jour, leur création, arrêt de commercialisation, changement de prix, changement de disponibilité, enfin, tous les codes, toutes les nouveautés, toutes les mises à jour que l'on peut imaginer. Et le rôle de Didicom est de contrôler la structure et la syntaxe de ces données et non pas le fond, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vérifier que le titre est bien orthographié, tronqué là où il faut, ou que les noms d'auteurs sont bien indiqués. On vérifie que dans le champ du poids, il y a bien des grammes, et que dans le champ des prix, il y a bien des euros, et pas l'inverse. Bon, c'est un exemple un peu simpliste, mais pour résumer. Et ensuite, remet à disposition ces données à tous les abonnés au FEL. La consultation du FEL peut se faire soit par intégration, enfin la consultation et l'utilisation du FEL peut se faire soit par intégration dans son système de gestion de librairie via une SS2I ou directement si le libraire gère lui-même son informatique. Et pour les libraires qui n'ont pas d'informatique ou de système de gestion de stock, peuvent consulter le FEL en ligne sur le portail de Didicom, après s'être identifiés et avoir rentré un mot de passe qu'on leur remet sur simple demande. Voilà le fonctionnement global. Je sais plus si... Oui, alors moi je voulais attirer l'attention là-dessus parce que ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de répondre à la question du délai. Et cette question du délai, depuis longtemps, la profession se la pose, puisqu'on a mis en place un système de transmission des commandes avant de mettre en place ce fameux FEL. Donc à l'époque, un certain nombre de distributeurs se sont unis, comme l'on dit, pour créer ce système qui à l'époque s'appelait électrotransmission. Ça reposait sur un fichier qui était le fichier détenu par ces distributeurs. Et c'est dans un deuxième temps, 10 ans après, ou un peu plus de 10 ans après, à la fin des années 90, début 2000, que la CLIL s'est posé la question de ce fameux fichier exhaustif du livre, puisqu'à l'époque, nous n'avions pas de base exhaustive, de base unique. Oui, alors effectivement, on partage... Enfin, je pense que l'ensemble de la sphère de Didicom, que ce soit le comité ODI, le comité de direction, partage l'idée qui a été exprimée par ce libraire tout à l'heure. Meilleur est le référencement, plus on vend. Ça, c'est une règle de base. Et donc, effectivement, nous sommes très attachés, quand je dis nous, c'est l'ensemble des partenaires, à la qualité de ces données. Et c'est pour cela que nous avons mis en place, il y a un certain nombre d'années, un plan qualité qui est très incitatif pour les distributeurs à fournir dans les délais les plus rapides, les plus courts possibles, une information de la meilleure qualité possible. Il faut savoir pour donner un exemple, les mises à jour, un distributeur peut communiquer ses mises à jour jusqu'à 23 heures en jour J, de telle sorte que les libraires puissent récupérer ces mises à jour le lendemain avant l'ouverture des caisses, c'est-à-dire vers entre 6h et 7h du matin, fin de la diffusion des données envoyées par Didicom. Ensuite, c'est au SS2I qui gère qui fournit ces logiciels de gestion d'être en mesure d'intégrer ces mises à jour. Mais généralement, c'est le cas. Donc une information qui arrive le lundi soir avant minuit sera disponible chez le libraire le lendemain, le mardi matin, à l'ouverture du magasin. Oui. Le plan qualité, lui, a évolué. Il est en 2 phases. La phase la plus disons, sophistiquée, si je puis dire, est la deuxième phase, qui permet de contrôler que les informations qui sont données dans le FEL sont bien réelles. Alors c'est couplé notamment avec les avis d'expédition. Par exemple, si un ouvrage est déclaré
disponible et que dans l'avis d'expédition il est indiqué comme manquant, indépendamment des écarts techniques, il y a des règles de gestion qui permettent une certaine tolérance, mais on vérifie que l'ouvrage qui est disponible dans le FEL est bien disponible dans la réalité. Nous vérifions aussi que le code disponibilité est bien indiqué, correspond bien à... pardon, c'est la même chose, que le chaînage entre deux articles est bien effectué. Enfin, il y a un certain nombre de critères, il y en a 4 en tout qui permettent, qui sont incitatifs pour que le distributeur produise une information de la meilleure qualité possible. Avant le distributeur, il y a l'éditeur. Est-ce que vous pouvez, Jean-Paul, nous dire un mot des contraintes de liaison, de mise à jour entre l'éditeur et le distributeur? Aujourd'hui, les échanges sont aussi très automatisés. Les éditeurs fournissent les données très en avance pour permettre aux commerciaux de venir vous voir dans les librairies, pour vous permettre d'avoir connaissance des données. Donc effectivement, il y a des flux de déversement d'informations qui permettent d'alimenter ce fichier et d'alimenter Dilicom. Un point complémentaire, peut-être, qui est qu'à la demande d'un certain nombre de libraires, la CLIL a donné le feu vert il y a quelques années, enfin quelques mois plutôt, pour l'extension du FEL pour inclure les images dans le FEL. Et donc c'est un outil qui s'appelle Distrimage que Dilicom a développé là aussi et qui va aussi permettre d'améliorer les données qui transitent par ce fichier exhaustif du livre. Alors justement, c'est la grande difficulté d'arriver à identifier les différents travaux qui ont été effectués sur ce fameux FEL, l'évolution avec les images. Mais avant l'évolution avec les images, il y a la question du FEL dit scolaire, puisqu'il y a la possibilité donnée à l'intérieur du FEL d'identifier les ouvrages scolaires de façon à faire face à des demandes particulières. Tout le monde comprend bien la nécessité de ce marché. Qui répond sur la question du FEL scolaire pour la CLIL? Toujours Jean-Paul? Ça va, Emmanuel? Le FEL scolaire, je pense que les éditeurs font beaucoup d'efforts pour fournir une information la plus précise possible. Avec la CLIL et la LIR, d'ailleurs, il y a des contrôles réguliers qui sont faits. Je crois que le fichier a un très bon niveau de fiabilité. Ce que je peux simplement dire, c'est que s'il arrive à l'occasion qu'une donnée soit erronée, il ne faut pas hésiter à la faire remonter très très vite à la LIR ou à Dilicom qui transmettra. Je pense que le fichier scolaire a atteint un très bon niveau de fiabilité. Je peux insister là-dessus. Il y a sur le site de Dilicom, il y a des formulaires qui permettent à tout libraire de poster une remarque. Elles sont traitées de façon automatique, elles sont remontées auprès des distributeurs. Donc c'est le meilleur. Plutôt qu'envoyer un mail ou passer un coup de téléphone, je vous enjoins à utiliser ce système sur le site qui permet de remonter toute anomalie que vous pourriez détecter, que ce soit sur le scolaire ou autre chose, une erreur dans le titre, une erreur que vous pourriez constater à la réception d'un livre dans votre librairie. Est-ce qu'on peut avoir la diapo concernant les échanges, le schéma simplifié des messages EDI, s'il vous plaît? Voilà. Je rappelle que l'intérêt, c'est de passer en revue un certain nombre d'informations dont aujourd'hui nous disposons. Il y a certains outils dont on peut se servir tous les jours qui permettent de faire gagner beaucoup de temps. Alors, le FEL, nous en avons parlé. Nous avons le fichier partenaire. Donc, c'est le fichier qui permet de mettre à jour automatiquement dans les logiciels de gestion le fichier éditeur-distributeur, ce qui permet donc de traiter de façon automatisée les commandes. Je rappelle au passage que, en ce qui concerne le traitement automatique des commandes, la plupart des serveurs en librairie sont dotés d'horloges qui gèrent ces automatismes et qu'il arrive souvent, lorsqu'on s'intéresse à la question du délai, on s'aperçoit que les commandes dont la décision a été prise la veille au soir ne sont transmises que le lendemain matin à 8 heures. Il suffit juste de faire vérifier son serveur et les commandes passent à ce moment-là dans la nuit automatiquement et sont traitées par nos amis distributeurs. Un outil qui est absolument indispensable maintenant avec les commandes, c'est l'avis d'expédition. Vincent? Oui, il est effectivement... il paraît indispensable. La preuve en est qu'aujourd'hui, le nombre d'avis d'expédition a quasiment... le nombre de lignes d'avis d'expédition a quasiment atteint le nombre de lignes de commandes EDI reçues par Dilicom, c'est-à-dire à peu près
à peu près 100 millions de lignes, hein, ce qui n'est pas rien. Et cet avis d'expédition, quand il est bien géré, quand il est intégré automatiquement, permet, et je rappellerai une démonstration qui a été faite par la librairie Mola il y a 3 ou 4 ans de mémoire, permet d'économiser en temps de réception 30 à 40% du temps. Ça, je pense que c'est plutôt un libraire qui pourrait expliquer ça. Oui, on a l'expérience en tout cas de l'avis d'expédition, c'était 45% à peu près de gain de temps. Et on a vu combien nous avons été pénalisés au mois de décembre, dans les 10 derniers jours de ce dernier mois de décembre, avec le changement de TVA, qui était bien sûr bénéfique, mais pas placé au bon endroit au niveau calendaire. Donc nous n'avons pas eu, vous le savez, pour ceux qui utilisent les avis d'expédition les 10 derniers jours, et nous n'arrivions plus, évidemment, à réceptionner les ouvrages qui arrivaient toujours en quantité. Voilà. Ça va recommencer à la fin de l'année. Benoît peut Et ça va peut-être recommencer aussi en fin témoigner. d'année, oui. On utilise également les avis d'expédition, ça fait gagner beaucoup de temps. Nous, on est une petite librairie, donc c'est plus difficilement mesurable. Par contre, les avis d'expédition nous favorisent pas du tout la réception des nouveautés. Ça, c'est un petit peu le défaut de la chose, mais en même temps, voilà, c'est pas rédhibitoire. Oui, enfin, c'est pas un défaut, c'est-à-dire que ça impose un certain nombre de contraintes aujourd'hui qu'il va falloir surmonter pour pouvoir donner plus de souffle à l'avis d'expédition et permettre effectivement de réceptionner les offices. Bon, là, on coince un petit peu. Est-ce que vous avez réussi à solutionner la question, Emmanuel ? Oui, avec un souci d'organisation, parce qu'on a la possibilité de le faire, parce que nous sommes nombreux. Aujourd'hui, les commandes de nouveautés sont travaillées avec les représentants, et les commandes sont adressées aux représentants avec un numéro de commande qui est intégré dans le progiciel que nous utilisons. Et l'avis d'expédition permet de transiter ce numéro de commande dès le départ. Et donc, on peut recevoir ce numéro de commande dans l'avis d'expédition. Donc, nous n'avons plus de difficultés pour réceptionner les nouveautés. Alors, dans cette question du délai, on a évidemment ce que l'on peut faire en amont en traitant une information de qualité et en transmettant les commandes de façon quasi instantanée avec Dilicom. Ces commandes doivent être traitées par les distributeurs. Aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont prises, Jean-Paul, pour traiter des commandes en priorité. Alors oui, la plupart des distributeurs ont mis en place des circuits de commandes accélérées avec un code opération qui transite par Dilicom, étoile 24/24 pour ce qui nous concerne, et qui permet de garantir à ces commandes une expédition le soir même ou le lendemain quand il s'agit de Prism. On reviendra après tout à l'heure dans la présentation de Prism pour montrer tout l'intérêt de la plateforme. Et le fait que la massification fait perdre un petit peu de délai, c'est un point sur lequel il méritera de revenir tout à l'heure. Oui, donc ça, on est d'accord, c'est la partie traitement chez le distributeur. Alors la partie traitement chez le distributeur, il va falloir traiter la partie voilà, transport. après absolument la partie transport, tout à fait. Mais il y a la possibilité sur un pourcentage des commandes qu'on a estimé à 15%, ce qui était d'ailleurs une demande de la librairie, ça avait été évoqué par Mathieu de Montchalin au moment de la mission sur la librairie, d'être capable de garantir une expédition le jour même sur 15% des commandes. Bien. Donc, moi, je vais rajouter quelque chose là-dessus. Donc, pour l'instant, il y a 2 distributeurs qui le font depuis quelque temps seulement, dont Interforum. Le deuxième, c'est la Sodis. Ça a été mis en place là il y a 2 mois. Ça marche plutôt pas mal. On se rend compte que ça accélère bien les choses. Mais ce qu'on aimerait, c'est que tout le monde s'y mette, et pas seulement Interforum et la Sodis, parce qu'il faut à tout prix qu'on arrive à réduire les délais d'expédition, que ce soit entre chez Prism et chez nous, ou directement entre l'éditeur, le distributeur et chez nous. Ça, c'est très très important. Oui, mais pour réduire le délai, il faut vraiment le segmenter. Hein, donc il y a la partie traitement, on va prendre la partie transport. Bouchaïb, est-ce que vous pouvez nous présenter Prism, son fonctionnement, son intérêt? Donc sans être trop long sur la création de Prism, puisqu'on peut au moins dire que Prism, ça fait 20 ans que ça dure, puisque en mois de juillet, ça fera 20 ans que la CLIL a demandé la création d'une plateforme interprofessionnelle. Donc ça, sans rentrer dans le détail de la présentation, puisqu'on est présent sur
on a un stand, donc vous pourrez passer nous voir. Sinon, Sophie, pour répondre à la question sur l'organisation par rapport au délai, aujourd'hui, Prism sur les flux allés, nous recevons des envois. Pardon, Bouchaïb. On peut avoir la diapo numéro 4, s'il vous plaît? Oui, merci. Oui, donc sur Prism, aujourd'hui sur le délai, puisque c'est une des questions importantes, mais je pense qu'il y en aura d'autres aussi par rapport à Prism, nous recevons, que ce soit Office ou Réassort, jusqu'à 15 heures, quelles que soient les commandes prises, et celles-ci sont remises à votre transporteur pour 17 heures le même jour. Donc ça, sur le flux aller. Donc notre traitement, pour être plus clair, commence à 7 heures du matin. Nous commençons à recevoir des flux ou Office ou Réassort, suivant la planification qu'on avait organisée avec les distributeurs. On a une fin de réception des camions flux aller 15 heures, et tout ce qu'on a traité dans la journée, entre 7 heures et 15 heures, sont remis aux transporteurs qui, eux, sont engagés, suivant l'accord avec la CLIL, ou en livraison 24 et 48 heures. Aujourd'hui, notre délai, pour le garantir, on a aussi investi sur la chaîne pour pouvoir traiter aussi bien les 15 000 colis que nous traitons en période basse, 15 000 à 20 000, à 45 000, 50 000 en période forte. Donc ça, on peut le dire aujourd'hui, c'est respecté à 99,97%, et ce n'est pas un chiffre de ma part, c'est vraiment le pointage que nous avons avec les transporteurs. Donc aujourd'hui, tous les transporteurs qui enlèvent les colis chez Prism nous doivent un retour d'information le jour même, donc dans la nuit, pour savoir si les colis ont été remis. Pour donner aussi des précisions sur le délai, parce qu'il est mesuré et fait partie du contrat aujourd'hui que Prism a avec la CLIL, et donc avec l'interprofession, on est à 1,35 jours de livraison. Ça veut dire quoi, un 35? Ça veut dire qu'il y a plus de 80% des colis qui sont livrés en 24 heures et 20% en 48 heures. Donc voilà le délai aujourd'hui au départ de Prism et en fonction des réceptions. Donc sur le schéma que vous voyez, on voit bien l'arrivée des flux et la reprise par Prism. Ce qui est important de dire aussi, c'est que cette remise est bien planifiée avec les distributeurs, que ce soit Office ou Réassort. Donc on est vraiment lié, comme on le disait tout à l'heure, c'est une chaîne complète, à la réception amont. Et là, suivant les solutions qui ont été prises par certains distributeurs de privilégier ou d'accélérer, on va dire, certaines commandes, je pense que là, vous le ressentez en livraison. Et pour finir juste sur la partie délai Prism, nous, il n'y a pas de sélection sur le traitement des Office ou Réassort et par distributeur. Les camions sont planifiés d'arriver à telle heure. Quand ils arrivent, ils sont traités et remis aux transporteurs. Juste pour ceux qui connaissent Prism, je le dis toujours, on avait 3 problèmes. La place. Ça nous oblige à ne pas stocker aucun colis. Et je n'ai pas fini, mais pour vous inviter à venir voir, on a fait un film qui vous présentera là sur le stand vraiment comment sont traités les colis sur Prism. Alors, à vous entendre, il semble qu'il n'y ait pas de délai compressible là, entre ce que Jean-Paul disait sur le traitement. Donc là, pour le moment, on est lié à 15% de l'exploitation capable d'être traité en 24 heures. Et de ce que nous dit Bouchaïb, on n'a plus de délai compressible en matière de transport? Sur la partie Prism et transport, je dirais, aujourd'hui, Prism, c'est réception jusqu'à 15 heures, remise à 17 heures. Donc vous voyez que le temps nous est compté. Sur la partie transport aujourd'hui, le transport qui est engrangé, mais aujourd'hui, je ne vais pas répondre au nom du transporteur, mais les distances faisant que ceux qui sont dans une zone courte, ce qu'on appelle zone courte à 500 km, sont plutôt livrés en 24 heures. C'est ce que vous donnent les cartes de délai de votre transporteur. Et ceux qui sont plutôt sud, au départ d'une plateforme unique, mais on en parlera après peut-être dans l'avenir, demain s'il y a d'autres plateformes, ne peuvent être livrés, ne peuvent être rejoints qu'en 48 heures. C'est vrai que la plateforme est très efficace. C'est vrai que le passage par la plateforme induit une manipulation et du temps. Mais la CLIL ne reste pas sans réagir et réfléchit à des nouveaux schémas. Emmanuel, tu peux peut-être en tirer un mot. L'idée que Prism puisse de temps en temps rencontrer des difficultés, notamment lors de très forts offices ou avec des PLV très importantes, nous a fait réfléchir sur un prisme que l'on pourrait appeler virtuel, et sans mauvais jeu de mots avec le livre numérique, ne le pensez pas. Le prisme virtuel pourrait évidemment nous aider
a imaginé que la plateforme traite également des flux d'informations entre le distributeur et le libraire. De la même manière, le distributeur pourrait, pourquoi pas, adresser certains flux en direct à certains moments de l'année et sur certains cas de certaines marchandises. Et il n'y aurait plus l'étape qui passerait par une plateforme Prism. Le flux physique arriverait sur une plateforme à l'entrée des villes, pourquoi pas, ou chez votre transporteur habituel qui ferait le regroupement pour vous. De la même manière, on continuerait de recevoir un seul flux par matinée de livraison. Cependant, la CLIL veillerait à ce que l'information, le flux d'information, lui, continue de transiter par la plateforme Prism virtuelle et nous permettrait évidemment de contrôler l'ensemble de ces flux et d'avoir toutes les informations comme on les reçoit aujourd'hui sur le site de Prism. Oui, on a une diapo pour ça. Demain, Prism, s'il vous plaît, Sophie. Voilà. C'est dommage, mais j'ai fini. En attendant la diapo, peut-être rajouter que la CLIL travaille pour un déploiement idéalement début 2014, on l'espère. Et l'objectif, c'est de bien garantir aux libraires de toujours massifier ces coûts de transport. C'est-à-dire, c'est des flux physiques qui peuvent être différents, avec une seule livraison, un seul coût de transport. C'est absolument primordial pour le libraire. Y a-t-il des libraires parisiens dans la salle? Oui. Il y a une particularité sur le transport en région parisienne et particulièrement à Paris, puisque a été initié en 2006, ont été initiées les livraisons de nuit. Il y avait un objectif d'avoir une cinquantaine de libraires utilisant cette livraison de nuit. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que 30 libraires qui l'utilisent. Je veux rappeler que cette livraison de nuit a pour intérêt de permettre à la librairie d'ouvrir le matin avec une réception déjà effectuée. Donc, en réalité, la demi-journée que représente la livraison de nuit traduit un gain de délai de l'ordre d'une journée. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier, qui se fait à Paris. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être envisagé dans d'autres villes en France. La CLIL n'a pas encore travaillé sur cette question. Non, c'est pas il n'y avait pas de demande ailleurs en France, si ce n'est à Nancy, où ça se fait depuis des années. Depuis des années à Nancy, c'est-à-dire? Il y a la livraison de nuit en centre-ville. Il y a des libraires nancéens dans la salle, non? Qui ont vérifié cela? Malheureusement, non. Bon, ok. Bon, ouf. Ok. Je voulais, concernant la question du transport, Bouchaïb, vous pouvez juste... Pardon? Alors, livraison de nuit, c'est tout simplement le magasin est fermé, soit le chauffeur a la clé du magasin, soit il y a un système dit de SAS, qui est plus ou moins sophistiqué en fonction de la taille du magasin, et le chauffeur vient dans ce SAS retirer les colis de retour mis à sa disposition, s'il y en a, et il installe les colis en livraison. Ce qui fait que le libraire a toute la latitude de venir à l'heure qu'il veut le matin, procéder à la réception de ces livraisons. Et si en plus il utilise l'intégration de la vie d'expédition, quand il ouvre son magasin, les ouvrages sont en stock, physiquement et comptablement. Oui. Et d'ailleurs, pour revenir sur la vie d'expédition, parce que merci Vincent de dire ça, parce que ça me fait penser que j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, quand on parlait de la nécessité de l'information et de sa qualité. Vous n'avez pas parlé de l'alerte parution. Moi, je préfère l'appeler l'alerte disponibilité parce que, dites-en deux mots, peut-être. Oui, c'est tout simple, c'est-à-dire que... Mais efficace, c'est simple, mais efficace. Un libraire peut, sur n'importe quel titre, apparaître, indiquer qu'il souhaite être prévenu le jour de la parution, et le jour de la parution recevra une information lui disant que l'ouvrage est disponible. Alors, non seulement de la parution, hein, parce que lorsqu'un livre est indisponible, il suffit aussi de l'inscrire. On est tout aussi informé de sa nouvelle disponibilité. Que ce soit apparaître ou en rupture, enfin, dès qu'il est de nouveau disponible. Voilà.
Alors, c'est important parce qu'on parle de l'avis Oui. Bonjour, William, libraire à Wissembourg, dans le Bas-Rhin, donc à l'extrême nord-est de la France. Tout ce que vous nous avez indiqué jusqu'à présent, je le vis au quotidien, donc le traitement informatique des commandes, etc. Comment se fait-il que des commandes que je traite en même temps, le même jour, à travers les mêmes systèmes informatiques, selon les distributeurs, la commande arrive 48, 72 heures après, certaines même une semaine ou 10 jours après, sans que ce soit forcément en période de grande intensité de commande, à Noël ou au moment des grands offices. Je voudrais comprendre. Ça tend à démontrer que ce qu'on disait tout à l'heure dans la compression des délais au niveau du traitement des commandes, au niveau du traitement chez Prism et au niveau du transport, n'est pas forcément idéal en tout temps et qu'il doit y avoir des périodes d'activité où il y a des distorsions. Non, Jean-Paul ? On fait en sorte que ça n'arrive pas. Alors après, je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on fait en sorte que ça n'arrive pas et de faire en sorte que les commandes ne mettent pas une semaine, mais effectivement... Est-ce que votre Moi, je pense que le problème vient du fait que les distributeurs ne travaillent pas tous au même rythme et qu'il faut vraiment trouver une solution pour qu'on puisse dire à nos clients demain que, quel que soit l'éditeur, le délai est le même. Et ça, il faut à tout prix que les distributeurs travaillent au même rythme. Il n'est pas normal que, par exemple, nous, on reçoit Hachette en 24 heures ou 36 heures à Paimpol et qu'un libraire dans le nord de la France reçoive en une semaine. Les gens ne comprennent pas. Tout ce qu'ils voient, c'est que s'ils commandent chez Amazon, ça sera là en 48 heures. C'est tout ce qu'ils comprennent. Donc il faut à tout prix que les distributeurs se rendent compte qu'il faut qu'ils travaillent plus vite. Ce qui ressort, c'est que le choix du transport est déterminant. Effectivement, ce que peut faire le distributeur, c'est de préparer la commande dans la journée, l'expédier. Ça, c'est ce qu'il peut faire de plus rapide. Et derrière, après, le choix du mode de transport est déterminant. Et malheureusement, il y a un arbitrage entre le coût et le délai. Et le fait, effectivement, et c'est pour ça qu'on cherche des solutions à travers la solution d'évolution des flux de prisme dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi on cherche des solutions ? C'est pour permettre de garder quand même cette massification de transport qui est apportée par Prism et qui est très importante, sans perdre en délai. Maintenant, pour répondre à votre question, je peux répondre que pour Interforum, mais je peux vous dire qu'effectivement, on va très prochainement introduire un nouveau code opération du même type que celui dont je parlais, qui garantissait l'expédition le jour même, avec remise à un transporteur en direct. Vous l'aurez plus vite, ça vous coûtera plus cher. J'ai du mal à le conseiller, d'abord parce qu'on travaille beaucoup avec l'interprofession, avec Prism. On fait tout pour soutenir les flux à travers Prism, donc j'ai du mal à vous conseiller cette solution. Mais si c'est vraiment le délai avant tout, on vous offrira une solution. Moi, je voulais rebondir sur l'observation de notre confrère concernant la distorsion entre différentes commandes. Est-ce qu'il s'agit du même fournisseur? Votre observation porte sur le même fournisseur ou c'est tout fournisseur confondu? Monsieur. Alors, je vais donner des noms, ça ne sera peut-être pas les mêmes pour les uns ou les autres. Le 13 mai, exemple. 13 mai, je passe une commande chez Hachette, elle arrive le 23 mai. Le 13 mai, je passe une commande à la Sodis, elle arrive le 16 mai, ou le 17 au plus tard. Pourquoi? Alors là, je suis incapable de répondre à ça. Je ne peux pas vous répondre non plus, je suis désolé. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres observations à faire sur cette question, Bouchaïb? Oui, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui. Pardon. Moi, je voulais revenir sur la proposition, la solution miracle, je ne sais pas, de Étoile 24. Personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que je suis livrée 2 fois par semaine. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser voilà. Je pense que c'est intéressant pour les libraires qui sont les gros libraires ou ceux qui sont livrés tous les jours. C'était ma première remarque. Et la deuxième remarque, je voulais faire à... Excusez-moi, j'ai oublié votre nom, monsieur Prism. Voilà, je voulais juste... Chahim Boudakir. Merci. Je voulais... vous avez parlé de votre temps de 7h du matin à 15h, bon, pour tout ce qui quittait la plateforme.
Mais qu'en est-il des retours et combien de temps ils restent chez vous? Alors les retours, nous les traitons, je ne vous l'ai pas dit, mais donc on fait notre journée, 7h, 17h, on fait l'aller. 18h, 23h, on fait les retours. Et le lendemain matin, sont remis au distributeur. Donc ça aussi, pour enlever toutes les discussions, à plus de 95%, les retours sont traités à jour J+1, même si on prenait le J+1 par rapport à la réception. Donc il n'y a aucun stockage sur Prism, hormis les distributeurs qui viennent à la plateforme enlever leurs colis qu'une fois par semaine, alors c'est plutôt des petits ou des moyens, pour optimiser leur coût de transport. Pour tous les distributeurs importants, donc les Tech 5, les 5 premiers, ils enlèvent tous les jours. Donc le délai est de 24 heures, 48 maximum de traitement chez Prism. Et vous pouvez venir le voir, le vérifier, parce qu'on ne peut pas stocker de produits. Donc c'est pas compliqué, c'est qu'on ne peut pas. Donc après, les délais sont un peu comme l'aller, c'est pour ça que je reviendrai dessus, c'est que si nous, aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, quel que soit le distributeur, on est bien d'accord, ils utilisent le même tuyau Prism. Donc comme expliquait monsieur, je passe une commande le jour J à 5 distributeurs, Prism ne fait pas la différenciation. Donc ceux que vous recevez en 3 jours, c'est qu'ils l'ont préparé en 24, 48, en 24 heures, et ceux que vous recevez en X jours, vous enlevez que 1 jour et demi pour Prism. Voilà, donc c'est simple. Alors ça marche aussi bien sur le flux aller que le flux retour. Vous avez des retours de multi-distributeurs. Donc Prism ne fait pas de différenciation en fonction du distributeur. Donc si sur un distributeur, votre avoir est fait en 1 mois ou en 3 semaines et que l'autre c'est plus, c'est pas chez Prism où c'est resté. Donc ça c'est juste pour expliciter que nous on n'a pas ni les capacités et puis en plus on a aussi un engagement contractuel par rapport à la CLIL et c'est suivi, hein, c'est des indicateurs qu'on suit mensuellement, c'est quel est le délai moyen que les colis retour restent sur la plateforme. Et aujourd'hui, nous, on est à moins de 48 heures pour ceux qui restent le plus longtemps, hein, je crois. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Il n'y a vraiment aucune zone de stockage sur la plateforme Prism. Hein. Aucune. Mais je vous invite à venir voir. Hein. Mais vous allez le voir sur le film de Prism, vous verrez que c'est... Une petite précision peut-être, Bouchaïb. Prism a mis en place un système très efficace de traçabilité des retours, hein, avec un outil qui vous permet d'enregistrer vos retours et vous avez derrière toute la traçabilité. Donc ça vous permet de suivre le retour et de voir où il en est. Au passage, certains transporteurs peuvent, sur les retours, être moins performants qu'à l'aller. Et si c'est le cas, il est intéressant de le savoir et de le signaler à la CLIL qui peut intervenir. Et puisqu'on parle des retours, peut-être évoquer un autre message qui est en cours de développement chez Délicom. Peut-être si Vincent peut en dire un mot. Et qui devrait aussi améliorer et apporter un service supplémentaire aux libraires. Oui, alors il est plus qu'en développement parce qu'il est partiellement déployé entre un distributeur et quelques libraires. Il s'agit du message retour, hein, évidemment, qui est un message en 2 volets. Un premier volet, c'est l'annonce du retour par le libraire vers le distributeur, et un deuxième message qui sont les instructions de retour du distributeur vers le libraire. Alors ça a plusieurs avantages. L'objectif essentiel, c'est d'éviter, alors pour le libraire, c'est d'éviter de retourner des livres à un distributeur qui n'est pas celui à qui on doit retourner ses livres, ce qui arrive assez fréquemment et qui crée généralement un litige supplémentaire et des frais de port supplémentaires dont l'affectation n'est pas toujours évidente à réaliser. Pour le distributeur, ça a un avantage aussi, c'est que ça permet de préparer ces réceptions de retour et éventuellement d'indiquer au libraire que ce retour n'est pas possible. Ce n'est pas une autorisation de retour qui est demandée, hein. C'est d'après les conditions générales de vente ou d'après les autorisations qui ont été données préalablement, mais d'indiquer que ce retour, peut-être plus tard, se fera sur couverture ou se fera par tel ou tel moyen. Ça permettra également, dans un 3e volet, qui n'est pas encore déployé celui-là, d'envoyer un avis d'expédition du retour qui permettra le traitement plus rapidement chez le distributeur. Donc ce message est disponible. Les SS2I ont reçu les spécifications techniques, toute la documentation technique nécessaire au développement. Donc je vous incite à les solliciter pour le déploiement de ce message chez vous. Et évidemment, nos services, nos équipes chez Délicom sont à votre disposition pour vous en dire plus sur le plan technique.
Avant de laisser la parole pour la question, juste pour appuyer ce que vient de dire Vincent, c'est nous devons, nous libraires, être une force de pression vis-à-vis de nos partenaires informatiques que sont les SS2I pour leur demander de mettre à disposition sur nos logiciels de gestion les fameux messages dont Vincent vient de parler. Le message retour est aujourd'hui en test. Demain, lorsqu'il sera mis en exploitation, il est absolument indispensable que les SS2I le mettent à notre disposition. Donc, peut-être juste citer un distributeur qui le fait fonctionner aujourd'hui, qui est Union Distribution. Donc si vous voulez, avec Union Distribution, utiliser ce message retour, voilà, ça fonctionne aujourd'hui. Bonjour, Vincent Poydemange, librairie Bashibouzouk et Bashibouzouk Manga à Pau. Comme mon collègue qui est en haut à droite, moi je suis en bas à gauche. Donc les délais de 48 heures sont un peu, en tout cas sont rarement respectés. Mais ma question était sur les retours, sur le traitement des retours. Nous, on a souvent des retours qui sont éclatés, en fait. Au lieu je sais pas, on fait un retour de 15 colis, et en fait, les avoirs ensuite chez les fournisseurs sont faits en plusieurs fois. Et souvent, on nous dit, bon, bah, c'est Prism qui nous a remis à des dates différentes les retours, alors que nous-mêmes, on les a envoyés, évidemment, de façon agglomérée. Donc là, on va avoir une réponse en duo, Jean-Paul et Bouchaïb. Peut-être un distributeur dans la salle. Je ne sais pas trop répondre parce qu'en fait, je suis pas. Enfin, c'est un cas qui me surprend. En tout cas, chez nous, ça arrive assez rarement. Je pense que c'est rare aussi que Prism ne va pas éclater des colis, sauf si le transporteur les a transportés par petits bouts. La remarque serait de vous dire, là aussi, regardez le message retour et la traçabilité chez Prism. S'il y a effectivement une anomalie chez Prism ou avec le transporteur, signalez-la à nous de façon à ce qu'on puisse intervenir. Ça ne paraît pas normal, voilà. Et c'est un cas qui ne m'est pas familier. Et effectivement, oui, ça peut arriver, effectivement, oui, c'est vrai. Oui. Vous utilisez l'application Prism pour les retours, monsieur, c'est ça ? Oui, tout d'accord. À fait. Bon, Ouais. donc ça, c'est première solution, comme disait Jean-Paul. Sur l'application Prism, par rapport à votre saisie, vous pouvez consulter votre référence et vos colis pour savoir, non, mais si on les a déjà reçus physiquement, parce qu'il y a l'amont en même temps. Donc ça, c'est la première chose où là, on peut travailler. Donc là, déjà, nous, on vous donne un feu vert, puisque tous les colis que nous recevons en retour sont lus et réétiquetés et pesés, tous, individuellement. Donc même si vous les avez mis sur une palette, ils sont relus et réétiquetés. Dans le traitement journalier, si cette palette, on l'a reçue complète, elle est traitée le même jour et on la remet au distributeur le même jour. Ce qui peut arriver, c'est ce que dit monsieur, c'est que c'est vrai que dans votre palette, il n'y a pas que des colis pour Interforum ou que pour UD. Nous, si vous verrez la visite au moins guidée du film, vous verrez qu'on traite les colis individuellement, donc ils peuvent en sortie se retrouver dans des palettes différentes. Mais ils sont bien remis le même jour, même si ils pourraient être sur des palettes. Ils pourraient, parce que s'ils se suivent, ils vont arriver physiquement sur la même palette. Mais il n'y a pas on ne les remet pas comme vous nous les avez donnés. On les remet par palette, et il est vrai que ça peut arriver quand il y a des séries surtout importantes, parce que je dirais que si il y a que 3 colis pour Interforum, il y a de fortes chances que vous les recevez sur la même palette. Mais s'il y en a 15 ou 20, là, ils peuvent se retrouver sur 2 palettes qui sont l'une derrière l'autre. Et donc ça, nous, c'est suivi, puisque si vous regardez même sur le site internet Prism, vous avez la fiche palette. Alors la fiche palette, c'est quoi ? C'est en sortie, avant de remettre au distributeur, on relie tous les colis et on a une fiche pour dire, voilà, sur cette palette, vous avez 3 UD, un Hachette, un Interforum. Et donc là, vous pouvez le voir, genre, à l'inverse, excusez-moi. On a par libraire, c'est-à-dire que le distributeur, Interforum, on lui dit, ben voilà, il y a un Mola, 2 dialogues, ainsi de suite. Et donc cette fiche, vous, quand vous allez la consulter, vous allez voir si vos colis se retrouvent sur la même fiche palette. S'ils sont sur la même fiche palette, c'est qu'ils ont été remis au distributeur sur la même palette. Et s'ils n'ont pas sur la même fiche palette, vous verrez qu'il y a une autre fiche palette qui vous montre qu'il y a un colis sur l'une et un autre sur l'autre palette. Et à ce moment-là, c'est donc le distributeur en fait qui le traite avec des jours d'intervalle. Moi, j'ai une question qui s'adresse plutôt à Dilicom. Il y a un outil qui s'appelle Code Spécial qu'on n'utilise finalement que pour l'étoile 2424. Et vous savez que dans notre métier, la pratique veut que les représentants vous proposent souvent de passer par leur intermédiaire
pour avoir un +2, pour avoir voilà, des conditions spéciales qui font que du coup le flux ne passe plus par Dilicom. On envoie un fax, on envoie un email, c'est long, le représentant le lit pas forcément aussi rapidement qu'on l'aurait espéré, et là on a un vrai ralentissement du flux. Je me demande si ce code spécial ne pourrait pas être tout simplement étendu, c'est-à-dire que le représentant et nous-mêmes se serions mis d'accord sur des conditions, et il suffirait qu'à ce moment-là on puisse affecter un code spécial, des conditions, et auquel cas ce serait traité par le flux Dilicom et ce serait 2 fois plus rapide, quoi. Alors, vous devez savoir que si aujourd'hui on est capable de traiter la commande dite prioritaire avec ce fameux code 2424, c'est parce que nous avons développé il y a quelques années, enfin Dilicom a développé il y a quelques années, la fameuse commande spéciale qui est censée répondre aux exigences que vous venez d'énoncer. C'est-à-dire vous permettre de réintégrer dans votre système d'information la commande représentant qui est donc traitée avec des conditions particulières, qu'elles soient de livraison, de facturation, d'échéance, de remise ou autre, qui est donc traitée avec un code dit opération. Et c'est grâce à cette commande spéciale, à ce message commande spéciale, que la profession a été capable de répondre quasiment immédiatement à la demande qui a été faite aux distributeurs de traiter les commandes dites prioritaires. Maintenant, pour le détail technique, effectivement, je vais laisser Vincent. Oui, enfin, il n'y a pas tellement d'aspect technique. Simplement, je crois que, pour résumer, on peut dire que le champ code opération n'ayant pas été utilisé, pas vraiment utilisé, et qu'il était tombé un peu en désuétude ou en déshérence, on l'a utilisé pour le code de livraison prioritaire, enfin, traitement prioritaire. Mais théoriquement, mais ça après, ce sont il faut se recoordonner entre les distributeurs et les libraires pour que ce champ puisse comporter des codes différents, étoile 24 étoiles, ou je ne sais plus dans quel ordre ça s'inscrit, sert à indiquer une demande de traitement prioritaire, mais on pourrait imaginer qu'un code 2812 indique que c'est une opération spéciale de type X ou Y. Alors, ça met en évidence ce que je disais tout à l'heure concernant la nécessité que nous avons à faire pression sur nos partenaires informatiques pour qu'ils fassent les développements nécessaires à mettre à jour leur logiciel pour que nous puissions utiliser ces fameux messages. C'est une des raisons pour lesquelles le fameux message commande spéciale était tombé un petit peu en désuétude. C'est parce que, d'abord, les logiciels de gestion ne le proposaient pas et que, par ailleurs, nos amis distributeurs, ne voyant pas arriver de commandes sous cette forme-là, avaient laissé un petit peu leur propre développement de côté. On a le sujet le plus préoccupant, j'allais dire, pour les développements à mener par les SS2I, c'est la facture dématérialisée, puisque tout cela nous amène évidemment à recevoir des factures et à les payer. Et l'aboutissement de l'EDI, c'est d'avoir en plus tous ces gains de productivité sur l'administration, la comptabilité, l'archivage papier, etc. Je vais vous laisser tous les deux sur la facture dématérialisée, peut-être. Avant de passer la parole à Vincent sur la facture, juste revenir sur cette question rapidement, juste pour dire que c'est vrai que l'idée de commande urgente et rapide n'est pas tout à fait compatible avec l'idée de passer par le représentant. Donc il faut peut-être regarder ce circuit parce que ça ne paraît pas idéal. Et juste une petite précision, ceux qui seraient tentés d'utiliser encore des fax, effectivement, ça c'est un bon moyen d'être livré en une semaine. Une question là. Oui, bonjour, Cécile Jaffari, librairie Cogny à Saint-Quentin. Je venais relayer la réflexion du libraire précédent par rapport aux colis qui étaient éclatés et aux retours qui étaient éclatés. Pour solutionner ce problème, on a décidé de pratiquer par un bordereau par colis. Donc si les colis sont sur plusieurs plateformes, ça nous simplifie le pointage. Sauf que chez Interforum, le pointage de vos retours est infernal parce que vous ne respectez pas l'édition d'un avoir par bon de retour. Donc nos comptables... Voilà, on ne respecte pas l'avoir par colis, c'est ça ? Voilà. C'est même plutôt un avoir pour plusieurs retours. Voilà, donc en fait, nous, une seule référence de retour. On s'attache à mettre une référence, un bordereau dans un colis, et il n'y a rien à faire chez vous, c'est un vrai problème. C'est vrai. Je note le point, il faut qu'on s'améliore dessus. Je suis surpris parce qu'on essaye de faire les avoirs quand on a les informations par colis.
Je serais intéressé que vous me transmettiez quelques exemples pour pouvoir les creuser. Alors, pardon. Bon, bah, je vais vous donner mon mail. Gros succès. C'est un plébiscite. Hein. Bravo. Anne-Marie Carlier, bon, la librairie je des note, Halles. je note le point et je... Pardon. Non, excusez-moi. Anne-Marie Carlier, la librairie des Halles à Niort. Justement, sur les bordereaux Prisme, il y a des numéros par colis. Pour l'instant, il n'y a que Hachette qui utilise pour les crédits retour l'utilisation de ce numéro. Et je pense que ça serait UD, peut-être, oui. Mais voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus simple. D'accord. Voilà. Et arrêter les numéros de bons de livraison et de bons de retour libraires. D'accord. Toujours au sujet du transport, dans la grande lignée entre le livre et nous, moi j'ai identifié à plusieurs reprises un zombie, justement non identifiable, qui est le transporteur qui notamment amène en région parisienne jusqu'à chez Prisme les colis de distributeurs qui se trouvent en région. C'est-à-dire qu'on commande un bouquin chez Coupe Braise, la facture est datée du jour de la commande, le colis arrive chez nous 15 jours après, et pour savoir qui de Besson, de Prisme ou de Coupe Braise est responsable de ce délai, personne ne peut répondre, tout le monde dit avoir fait son boulot en temps et heure, mais au milieu, il y a un distributeur qui a décidé un transporteur qui a décidé de mutualiser les colis et qui plombe le délai en attendant d'être peut-être à plein pour aller de Coupe Braise à Paris. Est-ce que Prisme a un moyen de contrôle là-dessus ? Nous, le moyen de contrôle, c'est si vous regardez sur la remise. Après, je suis d'accord avec vous, on va voir qui est responsable, mais c'est toujours la problématique. Nous, aujourd'hui, la remise, si Besson nous remet des colis à jour J, ils sont pointés. Donc, ce qui est intéressant sur votre cas, c'est de voir quand Prisme les a reçus, parce que je dirais qu'aujourd'hui, nous, on vous donne quand même, vous l'avez sur le site, c'est que dès que le colis est reçu et pointé et étiqueté pour partir, vous avez l'heure de réception. Donc, il n'y a qu'à partir de cette heure de réception qu'on peut regarder par rapport à la remise, quel que soit le distributeur, en amont. Donc, ce que je vous propose, c'est encore la même réponse, c'est regarder l'outil, appelez-nous et on regardera et on essaiera de remonter, parce que je comprends que ce n'est pas simple, un peu la chaîne pour savoir, en fonction du document de transporteur, quand est-ce qu'on lui a remis les colis et quand est-ce qu'il nous les a remis. Parce qu'à chaque fois que le transporteur nous remet les colis, on lui signe un récépissé. Donc, il a la trace quand est-ce qu'il nous l'a remis. Plus le pointage chez Prisme, et normalement, on devrait pouvoir, je dirais, pas réduire le délai, mais être capable de vous répondre où s'est passé, je dirais, le dysfonctionnement. De toute façon, il y a beaucoup de petits distributeurs qui font qu'une remise Prisme par semaine. Voilà. Alors. Donc si vous passez une commande le lundi, de toute façon, ça partira de l'éditeur que le vendredi, vous avez déjà perdu 5 jours. Et ça, c'est pas l'éditeur Prisme, c'est à cause du départ, de l'éditeur qui, par rapport à sa taille, qui sont ses coûts de transport par présent, nous explique que lui n'est pas capable de faire une commande à Prisme. Exact, monsieur. Donc, je n'ai pas été plus précis que ça, mais c'est vrai que c'est souvent la remise du remettant. On va rester plus large. Il y a une question là-haut. Bonjour. Tant qu'on en est aux choses extrêmement pratiques, je suis Bernard Sainte, je suis libraire en Belgique. Les bons de remise de Prisme que nous recevons via mail sont utiles pour prévenir les clients en matinée qu'effectivement les colis vont nous arriver dans l'après-midi. Est-ce que les distributeurs pourraient avoir la discipline d'indiquer sur les documents qu'ils remettent à Prisme de manière à ce que sur ce bon de remise figure non pas leur numéro de colis ou de préparation, mais notre numéro de commande. UD le fait, ce qui signifie en pratique, quand je reçois le bon de remise de Prisme, que je peux certifier que via Dilicom, où je vois la traçabilité de la préparation des colis, de la SODIS, de UD, etc., je peux faire le lien et je sais qu'effectivement, le colis qui a été préparé par UD a été remis à mon transporteur, alors que l'information est égarée en ce qui concerne la SODIS et d'autres distributeurs qui, par ailleurs, sont tout aussi diligents. Merci. Donc, juste pour vous répondre, mais vous le voyez là dans le slide actuellement, puisqu'on parle en haut à gauche, plus de traçabilité. Donc, ça répond aussi à la question de tout à l'heure sur les retours, sur votre référence. Le but de l'échange EDI entre... parlons sur le flux aller avec l'IVDXP, vous avez tout à fait raison, il faut qu'on retrouve dans le flux que le distributeur nous envoie, parce que juste pour vous expliquer, tous les distributeurs nous envoient, vous ne le savez peut-être pas, un colis avec un code à barre qui reprend
votre identification, donc disons c'est le remettant, interforum vers Mola et un numéro de colis. À partir de cette référence, on lit le code ABA. On recherche dans la base de données, parce qu'en parallèle, Interforum nous envoie aussi le flux EDI qui va avec les cartons. On ne parle pas du contenu, mais des cartons. Donc il m'annonce ce qu'on appelle l'annonce de 5 colis. Et au pointage de chaque colis, on reprend la référence qui est remise par le distributeur, c'est pour ça que vous l'avez du D, dans vos références. Et c'est vrai que quand vous regardez le BL, il y a le numéro de colis prisme et la référence que nous a remise, comme les colis, le remettant ou le distributeur. Alors ça, c'est pour l'aller, et c'est aujourd'hui l'outil est fait pour ça, mais aussi pour les retours, pour répondre à la question tout à l'heure, d'avoir les avoirs qui correspondent à la référence que vous avez saisie sur l'application Prism. Nous, on envoie par flux EDI, donc on a commencé déjà plus que des tests avec Interforum, où on leur envoie cette référence par EDI, et on refait un code à barre pour faire le lien entre l'EDI qu'on leur envoie et les colis. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus complexe, il faut que chaque distributeur adapte sur son système. Je sais qu'avec Hachette, ils utilisent la référence qui est dans nos flux EDI et dans le code à barre. Donc l'idée, c'est de généraliser, que ce soit sur l'aller, lié au BL, ou sur le retour, lié à l'avoir, pour qu'à la fin, vous ayez un avoir qui correspond au numéro de référence que vous avez saisi dans votre fameuse étiquette jaune que vous nous sortez tous les jours. Stéphane Michalon, Hypagine Tite-Live. Avant de travailler dans une SS2I, donc j'ai été libraire et j'ai connu 3 logiciels de gestion, Elvis, Helico, Tite-Live, et qui avaient chacun leurs qualités et leurs défauts. Et avec ces logiciels de gestion, donc j'ai effectivement suivi un certain nombre des enrichissements de transmission, notamment par exemple l'avis d'expédition, et puis des expérimentations tout à fait positives comme la livraison de nuit. Ce que je remarque, c'est que c'est très important de continuer à avancer et à enrichir. Et je vois que quand les enrichissements se font sur des questions qui sont liées au transport, qui sont liées à la facturation, et j'espère bien d'ailleurs que tout le monde pourra profiter de la facture dématérialisée. Je comprends comment du coup se finance le FEL, puisque un service amené sur du transport est financé par de la ligne de commande. Là, vous avez cité un certain nombre de nouveaux enrichissements qui n'ont aucun rapport avec le transport. Je pense par exemple à l'ajout d'une image. On n'a pas besoin d'une image pour envoyer une commande à Editis. Ces enrichissements me semblent assez pertinents et intéressants, mais je me demande comment on va les financer, surtout par rapport à l'annonce que vous avez faite de fusionner FEL numérique et FEL papier. Et là, je vous demande comment vous allez financer le FEL numérique, parce que l'annonce de ça, fusionner FEL papier et FEL numérique, me semble peut-être extrêmement malin, vraiment malin, parce que aujourd'hui, si Dilicom est financé, si le FEL est financé, c'est parce que tous les libraires l'utilisent, y compris Amazon envoie ses commandes papier par Dilicom, Fnac envoie ses commandes papier par Dilicom. Sur le FEL numérique, on a un problème de financement, puisque 80 à 90%, j'espère 80% des ventes de livres numériques se font sans transmission de commande. Ah, peut-être. J'ai juste ça m'ennuie un peu quand même la question là. Enfin, la question m'ennuie pas, mais parce que rapidement parce que j'avais pas fini sur le délai. J'avais une question pour Benoît Leloir. Donc on reviendra sur le délai. D'accord. Alors je vais essayer de répondre. Je ne veux pas qu'elle ennuie. C'était juste pour comprendre quel est le pour pérenniser quelque chose d'interpro qui me semble essentiel. Comment on va faire pour des services qui du coup ne seront pas forcément liés au transport. Il faut laisser répondre Vincent. Voilà. Je ne voyais pas le lien avec le transport, mais bon. Je vais oublier le transport, je vais répondre sur le financement. C'est un peu le modèle économique de Dilicom qui est en question. Alors, il y a deux choses dans cette intervention. Il y a les visuels de couverture qui figurent pour partie maintenant dans le FEL, et il y a les notices numériques. Alors, les visuels de couverture, qui sont au nombre maintenant de 460 000 de tête environ, sont fournis aux abonnés au FEL avec les notices, enfin avec le reste des informations sans supplément de coût. C'est-à-dire que si on est abonné au FEL papier,
on reçoit les différentes... enfin, dans les fiches produits, on reçoit les différents champs, y compris le visuel. Bon. Si on n'est pas abonné, au FEL, on ne reçoit pas le FEL, on ne reçoit pas les visuels. Si on veut recevoir les visuels, on s'abonne au FEL. Voilà. Le numérique, c'est une autre chose. Alors, on a, au début de cette table ronde, évoqué l'idée de la fusion entre le FEL et le FEL numérique. Alors, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, quand on va sur le portail de DICOM et qu'on consulte et qu'on fait une recherche par auteur, par titre, etc., on a une page de résultats qui affiche toutes les manifestations et toutes les formes du livre. C'est-à-dire qu'on trouve là le format brochet, le format poche et le format numérique, s'il existe, et dans les différents formats numériques. C'est-à-dire si c'est du PDF, du EPUB, on trouve les différents formats. Ça, c'est en affichage. Maintenant, quand on diffuse le FEL pour intégration dans le système de gestion de librairie, on envoie en EDI uniquement le FEL des livres imprimés. Si un libraire souhaite recevoir les environ 130 000 notices que nous avons aujourd'hui de livres numériques, c'est un abonnement spécifique et c'est une transaction spécifique, en ce sens que ce n'est pas de l'EDI au sens propre du terme, c'est un système de... Enfin, Stéphane Michelon, tu sais ça parfaitement, c'est un système de web service et c'est distinct du FEL imprimé. Et là, il y a un abonnement particulier. Maintenant, dire qu'il n'y a pas de commande pour acquérir un livre numérique, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, parce qu'un libraire, une fois qu'il a le notice numérique, l'affiche sur son site, prend des commandes d'internautes, et ces commandes sont redirigées vers un distributeur via DICOM, et il y a une facturation de la ligne de commande, comme il y a une facturation du distributeur pour l'affichage dans le FEL et la diffusion via des web services des notices numériques. Donc, je voudrais juste revenir maintenant à la question de délai. En fait, c'est une observation-question. On a vu que l'on a à notre disposition un certain nombre d'outils pour faire les choses rapidement, que ce soit au niveau de la transmission, du traitement, du transport. Et pourtant, ça semble rester mal vécu en librairie, c'est-à-dire ce qu'on a entendu, c'est qu'on a des disparités en matière de délai et une grosse insatisfaction dans pas mal de cas dans la salle. Hein. Les gens se sont exprimés de façon assez peu enthousiaste sur la... Alors, moi me vient une réflexion qui est la suivante. J'ai une panoplie d'outils à ma disposition. C'est vrai que si je suis livré, j'ai entendu 2 fois par semaine, comment je fais en étant livré 2 fois par semaine pour avoir des délais de livraison dits appropriés à mon activité? Vous, Benoît, vous travaillez sur quel rythme? Nous, on est livré 3 fois par semaine, mais il faut à tout prix, au moins chez ceux qui l'acceptent, mettre le code étoile 2424. Parce que ça ne résout pas le problème de la rapidité du transport, ça résout le problème de la préparation chez le distributeur de votre commande. Il faut à tout prix mettre ce code, au moins chez Sodis et chez Interforum pour l'instant. Vous verrez que ce que vous receviez précédemment le vendredi, vous allez le recevoir le mercredi peut-être. Et 2 jours de gagner, c'est très important. Oui, mais alors, bon, c'est vrai que quand on fait un peu trop de commandes chez Interforum, avec ce code, on se fait disputer. Moi, j'ai été le premier à me faire appeler parce que je crois que je dois être le 2e plus gros utilisateur chez Interforum de ce truc-là. Mais parce que je ne vais pas lâcher le morceau et il faudra que Interforum réalise que ce n'est pas 15% des commandes qu'il faut passer dessus, mais c'est l'intégralité, comme disait le monsieur qui achète. Il faut à tout prix qu'on ait tous nos livres en 24 heures, que ce soit du réassort ou les commandes clients. Pour l'instant, je ne passe que mes commandes clients par ce biais-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas décider, tiens, je vais avoir moins de commandes clients aujourd'hui, quoi. Je suis désolé pour Interforum. Quand on a des commandes clients, on ne peut pas dire tel client est plus important qu'un autre. On passe toutes nos commandes clients par ce biais-là. Des fois, ça fait plus que 15%. Ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être lisser cette activité sur l'année, pas sur les 2 premiers mois d'activité, en disant attention, vous dépassez. On préfère faire du retour que rater des ventes, c'est très important. Un client perdu, c'est un client perdu. Voilà. Après, ce qu'il faut peut-être sur quoi il faut qu'on réfléchisse,
c'est peut-être faire du retour de couverture. Pourquoi on va retourner 50% de livres qui sont tous détruits? Donc, voilà. Laissez poser la question, monsieur. Bon, moi, j'ai une remarque à faire à monsieur Alic à propos du étoile 24-24. Je l'applique depuis quelque temps. Ça fonctionne très bien. Mais pour les libraires qui n'ont pas des livraisons 3 fois par semaine, vous proposez de mettre en place un système de remise au transporteur qui existait auparavant, avec un code cette fois-ci. Le coût est énorme pour une même tranche de poids. Pourquoi Interforum est beaucoup plus cher que les autres distributeurs. Ensuite, ça c'est une remarque. Est-ce que vous pouvez préciser le plus cher dans quel cas, excusez-moi? Disons que lorsqu'on je demandais avant d'appliquer étoile 24-24, oui. Je demandais pour une commande urgente pour un client où il y avait peut-être 4-5 livres, oui. D'une remise directe à un transporteur pour être livré en 48 heures. D'accord. La facturation, c'était Exapac, très souvent. La facturation était toujours plus élevée chez Interforum pour la même tranche de poids que chez un autre distributeur en frais de port. Ça me surprend parce qu'on a des tarifs qui sont très compétitifs et qui oui, sont... mais parfois ils sont excessifs pour les petites tranches de poids. Écoutez, il faudrait que vous me donniez quelques exemples pour qu'on les regarde. Parce que les concurrents, ce sont des distributeurs de bien plus petite taille que vous. Donc je pense que vous devez avoir des pots bien plus importants que ces petits distributeurs. Et pourtant, eux appliquent aux libraires un coût moindre. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Je suis surpris de cette remarque. Oui. Parce que... C'est pour vous sensibiliser. Oui, mais là, si on n'a pas les éléments... Non, c'est pour sensibiliser. Oui. Je ne demande... C'est une remarque, ce n'est pas une question. Non, attendez, c'est reçu, hein, Jean-Paul. J'aimerais bien aller au-delà de la sensibilisation. Si vous pouviez, en dehors de cette salle, me donner quelques éléments, ça m'intéresserait parce que je voudrais pouvoir vérifier ce point qui me surprend beaucoup. Voilà. Je vous ferai parvenir ceci. Merci beaucoup. Ça fait un petit moment que je fais étoile 24-24. Donc je n'en ai plus depuis ce temps. Ensuite, c'est une question à M. Boudakir. Ça a peut-être changé depuis quelque temps, mais est-ce que ça peut expliquer les livraisons partielles qui sont soit pour moi dues au transporteur, soit à un traitement prisme ou une mise en remorque? À une époque, il y avait des transporteurs qui mettaient une remorque qui partait directement de Prisme en province, à Toulouse. Est-ce que ça fonctionne toujours ainsi? Et est-ce que vous avez la possibilité de connaître le flux aller pour une région, pour sensibiliser le transporteur et lui dire « votre remorque est pleine, donc il faut que vous fassiez venir tout de suite une autre remorque, parce que sinon ça passe par leur entrepôt à eux. » Et ça ne part pas directement. Et ça pourrait faire gagner un peu de temps et ça nous éviterait d'avoir la surprise de colis qui n'arrivent pas. Et du coup, on est encore en retard par rapport au délai à nos clients. Et enfin, j'aurais 2 questions à M. Hachette, donc je suis ravi qu'il soit là. Ça fait un lot, quoi. Hein. Voilà, j'en profite. Est-ce que M. Hachette peut nous fournir comme information... Francis Hachette. Oui. Non. C'est que pour nos clients, on ne peut pas savoir si l'ouvrage est disponible quand on est en province. Est-ce que l'état du stock n'est pas celui de Paris? Non. Alors, parfois, on a la joie de voir un ouvrage qui est indisponible et de le recevoir. Non. Donc, serait-il possible d'avoir l'état du stock, du dépôt duquel on dépend? Et ensuite, serait-il d'avoir comme information également lorsqu'un ouvrage est édité à la demande? Parce que ça prend beaucoup plus de temps. On ne le reçoit pas tout de suite. Bon, je pense qu'on a noté tous ces points. On va laisser Francis répondre à la dernière question. Je vais même essayer de répondre aux 2. Sur l'état du stock, c'est extrêmement compliqué parce qu'un titre peut être disponible à 15h, être en rupture à 17h et de nouveau être présent à 19h. C'est la raison pour laquelle c'est excessivement compliqué. Il n'y a pas de volonté de ne pas donner l'information, mais la difficulté, c'est ça. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas ce type d'information. C'est aussi simple que ça. Hein. Sur la question, j'ai pas compris la deuxième question, c'est sur les titres. C'est sur les titres en print on demande, en impression à la demande? Oui, en impression à la demande. Nous, on ne sait absolument pas quand on veut commander un ouvrage, si c'est un ouvrage qui est en impression à la demande ou pas. Donc, si l'ouvrage n'est pas est disponible, on l'a en 24 heures. Par contre, si c'est une impression à la demande, nous, on ne sait pas, il arrive plus tard. Vincent peut répondre là. Hein. Oui, en gros, vous avez deux cas de figure. Vous avez l'impression à la demande telle qu'elle est faite, par exemple chez Hachette, qui n'a aucune incidence
sur les délais de livraison. Donc il n'y a aucune raison qu'on indique que c'est une impression à la demande, puisque c'est complètement transparent pour vous, en termes de, je parle bien en termes logistiques. Et il y a d'autres distributeurs qui font faire leur impression à la demande à l'extérieur. Il y a un délai supplémentaire, auquel cas ils peuvent indiquer la mention impression à la demande dans la fiche produit, et sur le bordereau, sur l'avis d'expédition, figurera dans un champ livraison différée, qui indiquera que cet ouvrage qui est imprimé à la demande à l'extérieur pour un distributeur sera livré un peu plus tardivement. Oui, mais excusez-moi, mais là c'était hors d'Illicom. Juste quand même sur l'impression. C'est aussi par le distributeur, c'est pas d'Illicom qui l'invente, c'est une information du distributeur qui vous est relayée. C'est pour répondre à votre les distributeurs juste ne quand nous même indiquent pas sur l'impression à la demande. Aujourd'hui, l'impression à la demande, c'est quand même le numérique au service du papier, puisque dans certains cas, l'impression à la demande devient un moyen de production. Quand même, pour contrarier ce que vous venez de dire, Vincent, le libraire a particulièrement besoin de savoir à l'avance qu'il s'agit de l'impression à la demande. C'est la raison pour laquelle, je pensais que vous alliez en parler, on travaille actuellement entre Dillicom, la CLIL, sur cette question d'informations disponibles sur le FEL concernant tel titre étant un... Mais je répondais uniquement sur l'aspect livraison, délai de livraison. C'est-à-dire que l'impression à la demande peut avoir... Mais c'était l'occasion, puisque monsieur parle de l'impression à la demande... Des incidences sur le délai de livraison. Alors moi, ma librairie s'appelle La Berlue et elle est en Lozère à Florac, dans les Cévennes. Et je suis ravitaillée par les corbeaux. J'ai enchaîné les déboires avec les 2 derniers transporteurs que j'ai eus. En fait, j'ai ouvert la librairie le 12 juillet et pour ma commande d'implantation, j'avais choisi Ducrot. Et en fait, la plupart de mes cartons sont arrivés éventrés. J'ai dû faire plein de retours dès ma première commande. Et du coup, je me suis bagarrée pour changer de transporteur. J'ai téléphoné à Nicole de Frémainville à Andus qui m'a indiqué Besson. Ça m'a causé pas mal de soucis du coup parce que depuis 2 juillet jusqu'à fin février, j'ai bloqué toutes mes factures parce que je voulais pas payer, mais je passais quand même mes commandes et ils continuaient à me livrer les choses. J'avais souvent des colis manquants. Enfin, du coup, j'avais demandé une rétention de colis à être livrée seulement une fois par semaine et passer mes commandes tous les jeudis soirs, ce qui n'était pas compliqué et que ça m'arrive sur palette filmée pour pas qu'il en manque. Et ils étaient incapables de faire ça. Et en fait, j'ai constaté que du coup mes cartons partaient de la plateforme Prism, allaient à Toulouse, étaient déchargés des camions, rechargés, partaient à Rodez, étaient déchargés, rechargés, à Marvejols, déchargés, rechargés. Et du coup, après, ils arrivaient chez moi à Florac en 1000 morceaux. Et je pleurais quand ça tombait sur une commande client, ce qui est arrivé. Et après, j'ai changé de transporteur. Du coup, je suis passée par Besson. Je me suis bagarrée pour les avoir parce qu'ils n'étaient pas référencés sur le 48, sur la Lozère. Et j'ai mis 2 mois pour que mes cartons arrivent en entier, toute ma livraison sur palette filmée et qu'il ne m'en manque pas. Et du coup, je me demandais par rapport à ce qu'évoquait Emmanuel sur rendre prisme virtuel, etc., je me demandais si, et par rapport à ce que j'ai entendu aussi une libraire dont j'ai pas vu le visage et qui me demandait comment ça se passait en Allemagne. Moi, j'ai travaillé en Allemagne dans une librairie maison d'édition à Leipzig. Et du coup, on passait les commandes avant 17h et on était livré avant 9h le lendemain matin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des... C'est pas des grossistes, mais c'est gros comme des grossistes ou comme des garages et des entrepôts d'Amazon. En fait, il y en a 2 en Allemagne qui ont plus d'1 million de références. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est plus gros que des grossistes et ça applique des remises correctes de libraires, c'est-à-dire minimum 35%. Alors, je peux peut-être répondre pour la CLIL au niveau du plan de transport, parce que la question que vous soulevez, ça fait allusion au plan de transport. C'est vrai que la CLIL référence beaucoup de transporteurs. Il y a quand même 11 transporteurs référencés à la CLIL pour livrer toute la France, le Benelux. Et la CLIL fait beaucoup d'efforts pour affiner son plan de transport. Alors, ce n'est pas toujours facile. Il y a quand même des régions, effectivement, qui sont moins bien desservies, on le sait. Et puis, il y a aussi le fait qu'un transporteur peut être très bon à un moment donné. Et puis, vous savez, la réorganisation, c'est aussi une affaire de responsable d'agence qui peut être bon ou moins bon. Et puis, un transporteur baisse, et dans ce cas-là, on est obligé de changer de transporteur. C'est pour ça que la CLIL référence plusieurs transporteurs. Vous vous rappelez qu'il y avait eu un appel d'offres qui a été fait il y a quelques années, qui avait permis quand même de réduire les coûts de transport de 15%. C'était beaucoup à l'époque. C'était énorme pour l'interprofession.
La CLIL continue à faire ce travail de prospection et pour identifier les bons transporteurs et les conseiller. Et là, ça ne répond pas à votre question parce que je ne sais pas quel est... J'ai été en plus conseillée aidée par Hélène Charbonnier de la CLIL. Oui. Et qui en a eu marre et elle était... Elle n'en pouvait plus de mes plaintes et de mes non, emails. mais j'en ai discuté avec elle. Elle n'en a pas marre de vos plaintes. Elle est très embêtée. Et par contre, c'est vrai que vous êtes dans une région qui est particulièrement mal desservie par les transporteurs. Je pense que ça pointe juste un défaut, c'est que Prism s'est centralisé. Et en Allemagne, si ça roule aussi bien, c'est que c'est décentralisé. Il y a au moins 2 grosses plateformes qui sont en fait des comptoirs des éditeurs. Non, mais on ne va pas avoir le temps. L'Allemagne n'est pas... Comparer nos 2 systèmes de distribution en France et en Allemagne, l'Allemagne n'a ça pas ne va pas être possible. Non, mais quand quelqu'un a des bonnes idées, il faut les copier, je pense. C'est juste que d'avoir des comptoirs qui soient décentralisés et moins proches de Paris, des comptoirs d'éditeurs réunis et qui puissent livrer un peu plus vite. Oui, mais il y a un modèle qui est en Allemagne, il y en a un autre en France. Pour le moment, on a celui-là. Peut-être on va y réfléchir. Mais enfin, oui, on ne peut pas tout. Alors bon, la France n'est pas l'Allemagne. Le réseau de libraires, enfin les villes, les petites villes certaines, il y en a peu, mais il y a quelques régions de France qui sont particulièrement difficiles à desservir. Je voudrais juste finir sur le plan transport pour dire que la CLIL a mis en place un outil extrêmement utile, et je le dis pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Je ne sais pas si on peut avoir la slide sur l'outil de préfacturation. Sur le site de la CLIL, vous avez un outil qui vous permet de précalculer votre facture. Ça vous permet de savoir combien votre transporteur va vous facturer. Ça vous évite des calculs fastidieux. Et ça vous indique les tarifs. Alors c'est sans doute trop petit à l'écran, mais c'est pour vous montrer l'idée. Ça vous indique les tarifs des différents transporteurs qui livrent votre région. Et c'est très utile parce que je pense, on a encore regardé, la CLIL va faire une campagne, est en train de faire des simulations et va faire une campagne. Je pense qu'en optimisant le choix du transporteur, un certain nombre d'entre vous peuvent encore faire des économies de transport très importantes, ceci sans perdre en qualité de service et en délai. Je voulais juste le mentionner parce que c'est quelque chose de très important. Allez sur le site de la CLIL, regardez la simulation de vos factures transport, regardez les transporteurs qui sont sélectionnés. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a encore des économies substantielles et la CLIL va faire une campagne dans ce sens dans les mois qui viennent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Parce qu'on va être obligé d'arrêter. On est tenu par un horaire assez strict. Il faut choisir l'une des deux. Mettez-vous d'accord. Tirez à pile ou face. Gagnez. Bonjour, je m'appelle Christelle du Bookstore à Biarritz. Je voulais juste... On a repris la librairie du Bookstore il y a 1 an et demi. Pardon, on a repris la librairie du Bookstore il y a 1 an et demi à Biarritz. Et quand nous avons repris, nous avons demandé des conseils à Prism pour savoir quels étaient les transporteurs agréés. En 1 an, on a changé 3 fois de transporteur. On est passé du moins cher au plus cher. Alors c'est vrai qu'on peut faire des économies de charges. En l'occurrence, pour travailler sérieusement, on a été obligé de prendre le plus cher. Parce que sur notre région, 3 étaient agréés, on va dire. Et sur les 3, 2 travaillaient de façon déplorable, qui nous ont mis en danger sur les offices, les colis défectueux, les livraisons qui n'étaient pas réglementées selon nos jours de livraison. Donc on a eu Prism, Joël Almeida très régulièrement au téléphone pour trouver une solution. La solution, c'était de payer. Il a fallu qu'on passe 25% plus cher. Alors c'est vrai que là, on a une Rolls-Royce. Hein. On travaille... On paye super cher, mais on a nos cartons corrects, on est livré régulièrement. Mais comme on parle depuis ce matin d'une baisse de charge, en fait, moi, pour faire mon travail normalement, je suis obligée de payer beaucoup plus cher. La question est de savoir si on peut avoir une Rolls au prix d'une 2 chevaux, c'est ça? Alors, je voudrais quand même juste... Ce qui m'étonne, c'est que sur ces 3... Excusez-moi, sur ces 3, je suis vraiment passée du moins cher, on va dire, mais qui, et lui, est agréé pour faire son travail dans des délais, qui doit respecter ce contrat et qui ne le respecte pas. Et ce transporteur est toujours agréé par la CLIL, sert probablement des confrères qui, eux, sont peut-être satisfaits. Nous, en l'occurrence, ça a été une catastrophe. Et alors, ça pose la question des critères d'agrément. Oui, exactement. Je voudrais juste répondre. Le transport est un art difficile parce que les transporteurs, comme je disais, un transporteur peut avoir ponctuellement un problème sur une agence, il peut avoir aussi des problèmes d'organisation. Je ne voudrais pas qu'on tire des conclusions en disant qu'il faut toujours prendre le plus cher. Je pense qu'un certain nombre de libraires ont pris le transporteur moins cher et en sont très satisfaits, ils font des grosses économies. Je n'ai pas eu le choix.
Non, je reviens, oui, on a un métier fragile. Moi, je ne peux pas me permettre de dire à mon client qu'il n'a pas son livre parce que je n'ai pas pris mon transporteur le plus cher et que je fais des économies. Le problème, madame, c'est que la CLIL, face à ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est bien au courant de la situation. Elle fait pression sur les transporteurs qui ne sont pas bons actuellement. On sait les transporteurs qui ont des défaillances et sur quelle région. On les connaît. On fait pression sur eux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis d'accord que sur Biarritz, vous n'avez pas d'alternative, mais sachez que la CLIL y travaille. Mais ça, c'est la difficulté du transport qui fait que, ponctuellement, un transporteur peut avoir du mal sur une région et on peut être obligé de passer par un transporteur plus cher. Et là, malheureusement, la seule chose que peut faire la CLIL, c'est vous accompagner, vous conseiller, faire pression sur les transporteurs, les déréférencer au bout d'un certain temps. Mais comme vous le disiez, vous pouvez avoir des difficultés avec votre agence. Une agence située 150 km plus loin pourra être efficace. Le transport, c'est quelque chose de très difficile et de très ingrat. Il va falloir qu'on arrête notre atelier. Merci beaucoup. J'ai une petite annonce à vous faire. Les librairies Mola et La Machine à lire ouvrent leurs portes ce soir entre 18h et 20h pour accueillir les participants aux rencontres avant la soirée au conseil régional. Mola, 91 rue Porte d'Igo, Tramway, Gambetta. La Machine à lire, 8 place du Parlement, Tramway, place de la Bourse. Merci beaucoup, à tout à l'heure.